France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Alors nous sommes en pleine grogne agricole à travers toute l'Europe. La transition écologique sera véritablement au cœur du débat des prochaines élections européennes, on le pressent. Et nous avons le plaisir d'être à la résidence de l'ambassade d'Espagne. Très belle résidence entourée des tapisseries donc inspirées des tableaux de Goya. Et nous avons rejoint ici une vice-première ministre espagnole du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, Teresa Ribera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la transition écologique et du défi démographique. On le rappelait, des milliers d'agriculteurs ont manifesté à travers l'Europe. En Espagne plus spécifiquement, ils parlaient de la question des prix bas, qu'ils perçoivent comme inspirés par l'Union européenne ou imposés par l'UE. Ça n'a vraiment rien à voir dans les prix bas. Qui en est responsable ? Ça, c'est une discussion très importante. Comment on accompagne les agriculteurs, les élevateurs pour avoir un mode de vie suffisamment bien rémunéré? Et c'est au cœur des politiques européennes qu'on essaye d'accompagner l'agriculture en Europe. Alors, c'est un peu contradictoire. En même temps, on voit comment il y a des problèmes autour des pactes verts qui parfois ne sont pas très bien compris. Les agriculteurs, l'agriculture est très menacée par le changement climatique, la sécheresse, l'érosion du sol. Et c'est quelque chose connecté avec des problèmes environnementaux. Par contre, ce qui nous a manqué, et on doit faire un effort beaucoup plus grand, c'est d'accompagner les secteurs pour faciliter une mise au jour qui préserve leur capacité à gagner leur vie d'une manière digne et simple, et pas seulement avec des régulations, mais avec des politiques spécifiques, avec un dialogue beaucoup plus fluide, avec la possibilité de garantir l'accès à l'eau ou la capacité de compter sur des systèmes et des protections vers les risques climatiques ou commerciaux qu'ils survivent tous les jours. À la différence de certains pays comme la France par exemple, la Belgique, on a entendu parler de pause environnementale. Est-ce que c'est ce que vous préconisez, de faire une pause sur la régulation justement? Non, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Je pense que, comme je le disais, que l'érosion du sol ou la relation avec l'eau, avec un scénario climatique différent, sont des questions qui doivent être prises en considération quand on dit ça. Je pense par contre qu'il y a un sentiment d'oubli et un sentiment de difficulté auquel il faut faire attention. Alors, c'est probablement des questions de politique, des conversations, d'engagement, de simplification des permis qu'ils demandent. Vis-à-vis des agriculteurs et des éleveurs, vous dites donc. Le pacte vert de l'Union européenne, c'est décliner une série de législations environnementales qui ne sont d'ailleurs pas entrées en vigueur pour la plupart. Il est vivement critiqué en Espagne par le parti d'extrême droite Vox, qui l'accuse de vouloir détruire l'agriculture ibérique. Comment vous contrez ce discours et comment vous contrez aussi la montée de ce parti ? Je crois qu'il y a un sentiment d'irritation très fort. Et il y a trop de choses qui arrivent dans une période très intense, très courte, et des problèmes qui n'ont pas de solution facile. Et c'est sur ces modes d'irritation où l'extrême droite peut jouer d'une manière pas loyale. On ne va pas résoudre le vieillissement des agriculteurs en disant que c'est un problème européen ou c'est un problème des pactes verts. Par contre, ne pas faire attention aux demandes et aux sentiments qu'ils montrent serait une erreur. Je crois qu'il faut approfondir sur un dialogue qui nous permet d'identifier quels sont les problèmes et quelles sont les solutions, les politiques autour de surveillance des prix, capacité d'assurer un avenir pour les jeunes qui veulent rester dans les domaines agricoles,
sont beaucoup plus efficaces que de dire on n'aime pas les éléments des politiques vertes qui viennent de l'Europe. En Catalogne, donc en Espagne, dans votre pays, le réservoir de Sceaux est le deuxième en termes de capacité et ces réserves sont à 5%, à tel point qu'un village enfoui a réapparu. C'est assez spectaculaire. Le 1er février dernier, le gouvernement catalan a déclaré l'état d'urgence sécheresse. Des restrictions de consommation d'eau sont imposées aux 6 millions d'habitants, aux entreprises, aux agriculteurs. Est-ce que ça, c'est bien accepté ? C'est important d'identifier comment on peut ajouter plus d'eau. Alors c'est clair, d'abord qu'il faut être honnête et nous dire les changements climatiques veut dire que la disponibilité de l'eau change, qu'il peut y avoir beaucoup d'eau, des inondations, ou il peut y avoir des sécheresses terribles. Alors comment on peut assurer, comment on peut compter sur une garantie hydrique, la sécurité hydrique pour les zones métropolitaines, les zones urbaines, mais aussi pour les activités économiques qui ont besoin de l'eau. Et ça veut dire qu'on doit anticiper, développer des plans d'anticipation, d'adaptation à ces situations climatiques différentes. Mais en plus, il faut compter sur des mesures d'urgence. Quel est le plan B en cas où? Et c'est ça qu'on est en train de discuter pour aider au gouvernement catalan, la région catalane et la région l'Andalousie, pour identifier les mesures pour assurer l'eau pour les villes. Le problème, c'est que ça serait beaucoup plus difficile d'assurer l'eau pour d'autres activités économiques si jamais la sécheresse continue. Alors, vous avez parlé de l'Andalousie, Madame la Ministre, alors que de nombreuses stations de ski européennes amorcent leur transformation pour des loisirs estivaux. L'Andalousie fait figure d'exception face à l'absence de chute de neige. La station la plus au sud d'Europe compte 70 canons à neige, alors que cette région, en effet, connaît la pire sécheresse de son histoire. Est-ce qu'il faut commencer à interdire finalement le ski dans certaines conditions pas très écologiques? Je pense qu'on est conscient que ça change. Et ça change et il y a un impact énorme sur les activités qu'on peut développer ou les activités qu'on peut soutenir ou qu'on peut raisonnablement accepter et comme des activités qui ont besoin de nouveaux investissements. Sierra Nevada est les coins de l'Espagne avec les secteurs les plus importants de la péninsule ibérique. Alors pour l'instant, il y a eu encore des jours de neige qui ont permis chaque année d'avoir de moins en moins de jours pour aller faire des skis, mais encore quelques jours. Est-ce que ça va durer très longtemps? Probablement pas. Est-ce que ça vaut la peine d'investir encore plus? Probablement pas. Mais je pense que la transition vers des activités nouvelles, il faut la faire avec une compréhension, une participation sociale. Pas une interdiction, mais par contre, mon pari ne serait pas d'investir plus, même s'il y a des gouvernements locaux et régionaux qui demandent d'investir plus. Je ne crois pas qu'il soit une bonne idée. Vous êtes la ministre espagnole en charge de la transition écologique. On se rend compte que finalement, face à la grogne agricole, et même avant, l'un des textes, par exemple, qui prévoyait une baisse de 50% de l'usage des pesticides d'ici 2030, a été jugé trop contraignant par la droite et les agriculteurs et rejeté, enterré par la Commission européenne. Ça, c'est un des textes, finalement, que vous allez regretter du Pacte vert ? Je crois qu'il faut faire très attention à oublier les pactes verts, tout au contraire. Et je pense que l'histoire de comment on se relationne avec la chimie et les pesticides et tout ça a des effets sur la santé qui sont importants. La santé des personnes, mais aussi la santé des sols. Alors peut-être qu'il faut voir bien comment on met la régulation en place avec des calendriers différents. Il faut voir bien comment on peut, comme je disais tout à l'heure, accompagner des systèmes agricoles vers quelque chose qui soit gérable par les protagonistes, par les acteurs principaux comme sont les agriculteurs. Mais je pense que l'indication, la compréhension,
l'engagement avec une transformation de notre modèle économique vers quelque chose qui fait sens d'un point de vue écologique est très important. Autrement, on dépendra beaucoup plus d'ailleurs, ou on dépendra beaucoup plus des activités qui ne soient pas liées à l'agriculture. Et ça, ce n'est pas bon non plus. En matière d'énergie, de crise de l'énergie, vous bénéficiez de la fameuse exception ibérique. L'Espagne et le Portugal, selon Bruxelles, ont des bouquets énergétiques composés d'énergie renouvelable essentiellement, c'est bien sûr, qui comptent très peu d'interconnexion avec le reste du marché européen et donc vous pouvez plafonner vos prix. Est-ce que d'abord ça change votre vie ? C'est vrai que le Portugal et l'Espagne ont un pourcentage d'énergie renouvelable dans les systèmes électriques très haut. Et l'année dernière, c'était plus de 50% de l'électricité produite et venait des énergies renouvelables en Espagne. Et ça sera de plus en plus une réalité. Et en même temps, on a des difficultés pour garder la connexion avec le reste de l'Europe. L'interconnexion à travers de la France est encore très faible. Alors, même si les coûts de création, de production d'électricité au tube étaient beaucoup plus bas, on devait payer au prix du gaz. Alors, on a mis en place cette exception quelques mois. Ça nous a permis de garder un prix qui reflétait beaucoup plus les coûts réels de production de l'électricité et pas les bénéfices extraordinaires des compagnies électriques dus au prix des gaz. Oui, d'ailleurs, la France et l'Italie vous envient ce système, voudraient l'appliquer, mais eux, ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont reliés justement au reste de l'Europe. Parlons un petit peu de ces élections de juin, parce qu'on voit bien qu'elles se profilent et que la bataille est un peu engagée sur tous les grands dossiers. Si on regarde les tout derniers sondages, c'est le Parti populaire européen à droite qui va conserver normalement l'ensemble de ses 180 sièges, et vous, donc socialistes, sociodémocrates, au Parlement européen, donc c'est votre parti frère, bien sûr, 140 élus. Et puis l'extrême droite qui gagnerait 20 à 30 sièges en fonction des deux groupes conservateurs et réformistes et Identité et démocratie. Ça vous dit quoi finalement de cette fin d'année 2024, si vraiment ce scénario a lieu ? Je pense qu'on doit revenir à pourquoi on avait besoin de l'Europe. On avait besoin de l'Europe parce qu'on voulait un projet en commun qui pouvait nous garantir des propositions de bien-être pour tous les Européens. Et je pense que c'est un projet largement réussi. Pas parce que tout est fait, mais on est en train de vivre des décades les plus exceptionnelles, les plus positives pour l'Europe depuis des centaines d'années. Et il n'y a pas aucun des défis qu'on peut résoudre en soi-même. On a besoin d'être ensemble. Et c'est ça qui est un peu inquiétant des messages qui viennent d'extrême droite, qui revient sur toutes les choses qui ne sont pas encore résolues comme des arguments pour défaire l'Europe ou de faire les politiques qui nous sont menées dans une situation beaucoup plus positive pour tous. Et je pense qu'il faut tout au contraire défendre que seulement avec des politiques en commun, on pourrait faire face à ces défis, les défis de l'énergie, la capacité d'innovation de nos industries, la capacité de faire face aux défis avec un Trump qui émerge encore aux États-Unis, d'un Poutine qui met de la pression chez nos voisins à l'Est. Je crois qu'il faut identifier quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Mais oui, c'est assez inquiétant de voir comment les enquêtes nous montrent qu'il y a un virage vers l'extrême droite, un virage vers des discours beaucoup plus agressifs, beaucoup plus destructifs que constructifs. Alors, Madame la vice-première ministre espagnole, ce gouvernement Sanchez, il a été mis sur les rails aussi grâce au soutien chèrement payé d'un certain nombre d'indépendantistes catalans, dont ceux, évidemment, de Carles Puigdemont, et à une fameuse loi d'amnistie qui a été beaucoup discutée, texte controversé, garantissant l'amnistie de centaines d'indépendantistes catalans et qui finalement n'est pas passé au Parlement. C'était un coup dur finalement assez inattendu, puisque ce sont ces fameux indépendantistes catalans qui l'ont bloqué. Qu'est-ce qui se passe en Espagne exactement et en Catalogne en particulier ?
J'étais à Paris à l'époque où il y a eu le référendum, où il y avait les gens dans les rues à Barcelone, une violence pas du tout habituelle chez nous. Et 2017. 2017, c'était très terrible, très traumatique, et on avait le sentiment d'irritation généralisée. Il n'y avait aucune chose qui marchait. Et aujourd'hui, la situation a changé complètement. Mais à l'époque, dans la participation de ce référendum, il y a eu des directeurs et des directrices des écoles primaires, il y a eu des gens dans les rues qui ont facilité la participation dans ce référendum qui était illégal parce qu'il n'était pas convoqué d'une manière conforme avec la Constitution. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un texte qui pourrait nous permettre et proposer un point final et recommencer une vie quotidienne, une solution, une proposition de coexistence en commun. Et ça n'a pas marché parce que les Catalans indépendantistes eux-mêmes, finalement, en voulaient toujours plus, c'est ça? Non, pas exactement, parce qu'il y a eu une grande majorité de Catalans, y compris des Catalans indépendantistes, qui soutenaient les textes. Il y a eu un petit groupe qui n'a pas soutenu le texte, parce qu'il y a eu les droites et l'extrême droite qui voulaient encore plus. Maintenant, on va voir, et le texte est revenu vers la section constitutionnelle pour voir si, et justice, pour voir s'il peut encore fonctionner. Il y aura encore un vote. Moi, je pense que c'était une erreur majuscule, bien sûr, mais la condition du gouvernement était très claire. C'était une proposition pour la coexistence des Espagnols et des Catalans dans les cadres de la Constitution et des lois européennes. Alors, on ne peut pas aller au-delà de ça. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame Ribera, d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos deux antennes. L'actualité continue.